Installez-vous. On attend quelques instants que tout le monde se connecte pour entrer dans le vif du sujet. Bienvenue à ce webinaire sur comment mieux gérer sa trésorerie. On attend quelques instants que tout le monde se connecte. N'hésitez pas à interagir avec nous via l'onglet de discussion et à également poser toutes vos questions via l'onglet Q&A en bas de votre écran. Bonjour à toutes et à tous. Installez-vous, prenez de quoi noter, un verre d'eau, on va bientôt commencer. Et entrer dans le vif du sujet de la trésorerie grâce à tous les bons conseils de Fabrice. On pourra peut-être parler des Diables Rouges aussi, non? Ah, pourquoi pas? Bienvenue à ce webinaire « Bien gérer sa trésorerie pour mieux anticiper ». Oui, mais comment? Co-organisé par Charleroi Entreprendre, le GECO, Sambre Invest et Hygrotech. Depuis de nombreuses années, le GECO, Hygrotech et maintenant Charleroi Entreprendre s'associent pour proposer un événement commun sur une thématique transversale et d'actualité. Vous l'aurez compris, la thématique retenue cette année est la trésorerie. Alors, aujourd'hui, nous avons la chance et le bonheur d'accueillir parmi nous Fabrice Carosella, Investment Manager chez Sambre Invest. Bonjour Fabrice. Baudouin Dewey, directeur du GECO. Bonjour Baudouin. Bonjour à tous, bonjour Clara. Et pour ma part, je suis Clara Yatos, conseillère en création d'entreprise chez Charleroi Entreprendre. Alors, au programme aujourd'hui, nous allons commencer par une brève présentation des différentes structures pour entrer ensuite dans le vif du sujet, dans ce qui compte vraiment pour vous, le quoi, le pourquoi, le comment de la gestion de trésorerie. Et enfin, nous arriverons au cœur de ce webinaire avec les bonnes pratiques et la réponse aux questions que vous posez. Enfin, nous conclurons et vous proposerons quelques pistes. Alors, Charleroi Entreprendre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le partenaire privilégié des entrepreneurs et entreprises sur le territoire de Charleroi Métropole. Alors, en bref, nos deux cœurs de métier sont l'orientation et l'accompagnement. Quel que soit votre profil, que vous soyez étudiant entrepreneur, start-up ou une entreprise déjà bien installée, nous sommes là pour vous aider en complémentarité avec le dispositif régional 1890. Si vous ne le connaissez pas encore, je vous invite vraiment à aller le découvrir sur la page 1890.be. Alors, concrètement, l'orientation, eh bien, c'est qu'en fonction de votre profil, on va vous aiguiller vers le ou les partenaires les plus adéquats de l'écosystème. Et en ce qui concerne l'accompagnement, nous accompagnons des projets à haut potentiel innovant et notre approche est articulée autour de 4 grandes phases de vie de l'entreprise. Alors là, en fonction de votre profil, vous serez soit accompagné par le Student Lab, soit par le pôle Start,
ou par le pôle gros. Et tout au long de l'accompagnement, que vous soyez vraiment dans votre lancement ou dans le développement, vous aurez également accès de manière transversale à des experts en aide publique et en économie circulaire. Alors, si vous désirez vous implanter, que vous êtes à la recherche d'un espace partagé, d'un groupement d'entrepreneurs dynamique, nous avons un espace de coworking en interne. Et puis, si vous cherchez plutôt des infrastructures plus importantes, nous travaillons en étroite collaboration avec notre partenaire Ygretech. Et enfin, le financement, qui est vraiment le nerf de la guerre et le sujet du jour. Eh bien là, nous pouvons vous aider à identifier, clarifier vos besoins. Si vous avez besoin également d'un soutien pour ce qui est d'un financement participatif, nous avons également un coaching en interne. Et nous travaillons en étroite collaboration avec notre partenaire financier privilégié, Sambre Invest. Découvrons maintenant le GECO. Oui, merci Clara. Bonjour à tous. Donc, Baudouin Doé, coordinateur responsable du GECO. Le GECO est le groupement des entrepreneurs du sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Nous sommes une ASBL, un groupe de plus de 250 membres. Je vais passer à la dia supplémentaire. Avec deux missions principales. Notre core business, c'est vraiment deux axes. C'est la mise en réseau, c'est vraiment le maître mot. Mettre en réseau tous nos membres, qui sont donc des entrepreneurs du sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse, tous secteurs d'activité confondus. Une mise en réseau du networking que nous leur proposons à travers l'organisation d'événements tout au long de l'année, d'événements conviviaux, de rencontres, avec chaque fois un contexte un petit peu original, qui peut être gastronomique, sportif ou ludique. Donc vraiment la mise en réseau, mais aussi l'information et la représentation. La rencontre d'aujourd'hui s'inscrit tout à fait dans ce deuxième axe, donc pouvoir informer nos membres sur des thématiques vraiment transversales, comme Clara l'a dit, et vraiment d'actualité. Et en tout cas, de les mettre en contact avec des interlocuteurs, des spécialistes dans ces différents domaines. Donc voilà, plus de 250 membres, on approche même les 300 membres fin de l'année 2020. Le territoire, c'est 13 communes. Nous sommes à cheval, si j'ose dire, sur deux provinces, le Hainaut et le Namurois. L'ensemble des membres du GECO représente au niveau de leur effectif plus de 6000 emplois. Et donc, la fréquence des événements GECO, c'est une fois par mois en moyenne, avec chaque année plus de 800 participants cumulés qui viennent à nos événements ou qui participent à nos événements. Voilà. Et je vous remercie encore tous les partenaires pour l'organisation de cet événement. Et je donne la parole à notre orateur principal, Fabrice. Tu as la parole, Fabrice. Merci. Voilà, quelques mots de présentation de Sambre Invest, donc aussi partenaire financier des PME de Charleroi Métropole. Et je fais un petit aparté ici pour, au-delà des activités de Sambre Invest, surtout en ce qui concerne la partie financement, ce que vous allez trouver chez Sambre Invest pour connaître un peu le territoire du GECO qui est, comme l'a dit Baudouin, à cheval sur deux provinces. Sur la partie namuroise, vous avez Namur Invest qui aussi intervient au même titre que Sambre Invest comme, je vais dire, outil de financement régional sur la partie du Namurois. Alors, en détail et d'une manière, je vais dire, assez synthétique, qu'est-ce qu'on fait chez Sambre Invest? Bon, on va dire trois types d'activités principales déclinées en quatre pôles. L'activité de financement conseil, c'est là finalement où je travaille le plus. Là, on fait vraiment du financement. Vous avez quelques références de différentes entreprises qu'on a financées. C'est participer au capital des entreprises, faire des prêts sous toute forme, leasing ou autre. Enfin, on a vraiment toutes les solutions financières possibles au profit des PME. Alors, la deuxième activité importante qui est vraiment spécifique, on va dire, sur l'ère de Charleroi Métropole, c'est une activité de soutien et de structuration des écosystèmes sectoriels et les projets immobiliers structurants. Là, comme vous le voyez, les pôles
important chez nous, au-delà du pôle généraliste, sont les pôles biotech très forts chez nous, c'est à côté de l'aéroport, le pôle digital et le pôle engineering et environnement, où là, il y a aussi, je vais dire, une bonne dynamique qui se met en place. Et troisième activité qu'on a, je vais dire, d'une manière assez caractéristique et importante chez Sambre Invest, on a vraiment une activité de fonds participés et de partenariat avec d'autres fonds, souvent privés. L'idée, c'est quoi? C'est que d'une part, nous, on en tire un certain deal flow aussi, avoir des idées de projets qu'on n'aurait peut-être pas eu connaissance sans être dans d'autres fonds, et aussi trouver aussi des relais financiers. Quand on est dans le capital d'une entreprise qui grandit, on accompagne l'entreprise de la création jusqu'à un certain montant. Après, l'idée de participer dans des fonds plus gros, on le voit surtout dans le secteur biotech qui est très bien structuré par rapport à ça. Je vais dire, ces fonds peuvent prendre le relais, et comme on en est aussi actionnaire, forcément, ils ont une vision plutôt positive et favorable des dossiers qui sont présentés. Voilà, ça c'était vraiment très succinctement les activités de Sambre Invest. Le plus important se trouve là, c'est l'équipe, avec toute une série de talents et une équipe qui s'est bien agrandie et qui sont évidemment tous à la disposition d'entreprises. Donc franchement, il ne faut pas hésiter. Merci Fabrice. Alors, entrons dans le vif du sujet. À travers ce webinaire, nous découvrirons quelques clés pour optimiser la gestion de trésorerie, et Fabrice va nous aider à démystifier le tout. Alors, on parle beaucoup de trésorerie, encore plus avec la situation actuelle. Concrètement, la trésorerie, c'est quoi exactement? Bien, d'abord, avant d'introduire le sujet proprement dit, quelques éléments préalables pour cadrer un peu les propos. Bon, moi, je ne suis pas là pour vous vendre un outil tout fait qui convient à tout le monde. Et bon, ne quittez pas surtout, parce que je veux dire, si vous attendiez à voir le plan de trésorerie miracle qui convient à tout le monde et où ça s'exécute en un claquement de doigts, malheureusement, ça n'existe pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Je ne suis pas non plus là pour vous faire une leçon de théorie. Je ne suis pas prof d'UNIF. Et bon, quelque part, j'ai mis des slides en annexe que vous recevrez avec quelques notions théoriques d'indicateurs financiers, d'exemples d'outils de gestion, parce que c'est souvent quelque chose qui est demandé. Moi, je suis avant tout là pour partager mon expérience de praticien, hein, je veux dire, confronté à des besoins financiers tous les jours de PME comme vous, et vous proposer quelques conseils et bonnes pratiques qui pourraient vous servir. Parce que quelque part, la gestion de trésorerie, avant tout, c'est du sur-mesure et doit être adapté à chaque entreprise et son contexte. De là, l'image que j'avais trouvée de la brosse à dents, parce que je pense que finalement, chacun a la sienne. Alors vas-y, Claire. Avec justement une compétition toujours plus importante, pourquoi c'est important, la trésorerie? Disons que la trésorerie, elle est toujours importante. Ici, on en a encore plus parlé. Et, je veux dire, il y a beaucoup de mesures qui ont été mises en place liées à la crise sanitaire qu'on a traversée et qui a toujours des conséquences un peu dans l'économie. Et donc, ça a été évidemment beaucoup plus mis en avant. On voit que la presse en a fait aussi quelques titres. Hein, je veux dire, c'est illustratif, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est fait peut-être beaucoup plus la une maintenant, mais il faut savoir que la trésorerie, c'est vraiment de tout temps important. Même dans un contexte, je vais dire, plus normal. Parce que, je veux dire, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que gagner de l'argent et en avoir, ce n'est pas du tout pareil. J'ai été souvent confronté à ça, des entrepreneurs qui avaient des difficultés de trésorerie tout en étant tout à fait rentables. Dire, pour le moment, la crise sanitaire Covid a accentué les difficultés de trésorerie. Le manque de liquidité aussi a une tendance à généraliser. Ça veut dire que pour une entreprise qui est touchée par des problèmes de trésorerie, la généralisation des problèmes de cash font que tant les clients de la PME que les fournisseurs sont également aussi touchés. Donc, les conséquences de ralentissement économique important ont vraiment bouleversé les flux, la gestion des flux financiers et le cycle d'exploitation de beaucoup d'entreprises au même moment.
Et donc, quelque part, c'est important de voir, je veux dire, cette problématique de trésorerie à l'opposé de la crise de liquidité, et c'est aussi un cas de figure, je veux dire, qu'on trouve dans quelques entreprises, c'est que, quelque part, l'utilité d'avoir une bonne gestion de trésorerie, qu'avoir trop de cash, ce n'est pas non plus forcément quelque chose qui est pertinent d'un point de vue économique. Puisque, je vais dire, ça arrive aussi, je veux dire, dans la crise, comme toute crise, il y a des opportunités, il y en a qui ont pu les saisir de manière plus opportune que d'autres. Et donc, se retrouver avec trop de cash, ce n'est pas non plus quelque chose qui est pertinent. Et quelque part, parce que c'est peut-être passer à côté d'opportunités, je pense, des acquisitions, des investissements stratégiques à faire, et surtout en matière d'acquisition, le marché est devenu, je veux dire, très dynamique, lié aussi à une des conséquences de la crise. Donc, vraiment, l'expression « cash is king » n'a jamais été autant d'actualité. Alors ici, j'ai voulu illustrer quelques cas de figure qui démontrent un peu l'importance de la gestion de trésorerie, que ce soit un démarrage d'activité, un investissement important, une acquisition, une levée de fonds. Quelle que soit la maturité, je veux dire, de l'entreprise et de ses projets, un tableau de trésorerie est un outil de pilotage qui nous semble tout à fait indispensable. Alors, concrètement, comment s'y prendre? Disons, à quoi ça ressemble et à quoi faut-il faire attention? Ici, une fois de plus, principe de base. Donc, suivant l'exemple un peu de la brosse à dents tout à l'heure, chaque société doit adapter ce type d'outil par rapport à ses besoins, sa taille, son secteur, sa maturité. Mais pour moi, un bon plan de trésorerie, il est toujours constitué de différents types de budgets. D'abord, le budget d'exploitation. Je veux dire, on parle de là les rentrées et les sorties de cash liées à l'activité courante. Ce sont vos recettes, ce sont vos dépenses courantes. Donc ça, c'est quelque chose qui fait bien d'être isolé. Le budget d'investissement et de cession d'actifs, donc tout ce qui est immobilisé, c'est, on va dire, ce qu'on appelle le non courant. Donc ça aussi, ça doit être bien mis en évidence. Et le budget de financement, parce que forcément, qui dit gestion, que ce soit courante ou non courante, forcément, vous avez des lignes de financement souvent, donc les moyens financiers qui sont mis en place pour financer votre activité. Et donc, voilà, bon, je sais que ça doit probablement être assez illisible comme ça, c'est jamais simple à commenter ça, mais voilà ce que ça donne. Ça vous montre un exemple de template de tableau de trésorerie. Ce n'est pas non plus le modèle ni universel, ni complètement abouti à tout niveau. C'est un exemple d'une structuration de rubrique qui permet d'être éclairant pour le dirigeant d'entreprise. Et un tableau de trésorerie aussi, vous allez vite comprendre aussi que ce n'est que la conséquence, je veux dire, du plan financier décliné sous toutes ses formes, avec aussi un plan, un PNL, situation bilantaire et autres. Donc, comment s'y prendre pour faire monter son plan de trésorerie? Je dirais qu'il faut faire attention à deux points, je dirais, importants, qui sont d'une part, ici on raisonne en flux réel de trésorerie, donc c'est un peu comme si vous surveillez en temps réel votre compte en banque, c'est le cash qui rentre au moment où il rentre et le cash qui sort au moment où il sort, donc le moment d'encaissement et décaissement. Donc ça veut dire que, comme vous êtes en entreprise, le tout se décline TVA comprise, et ce qui donne évidemment aussi un impact sur les flux de TVA. Donc, comme vous le savez, les délais et la périodicité génèrent des flux qui ne sont pas forcément synchronisés avec l'objet sur lequel la TVA est attachée, que ce soit en achat ou en vente. Donc, ça, c'est déjà important de bien comprendre ça. On fait tout en TVA comprise, sinon, on a de temps en temps des surprises si on n'a pas prévu de dire que la TVA devait être financée avant de pouvoir la récupérer. Alors, je pense que le deuxième élément vraiment important, et c'est ça pour moi le cœur du réacteur, c'est le bien comprendre son propre cycle d'exploitation, c'est-à-dire le besoin de fonds de roulement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui pour moi est essentiel, et c'est pour ça que chacun doit décliner son propre plan de trésorerie. Le besoin de fonds de roulement, c'est vraiment une notion qui est à la fois simple à comprendre et complexe à vivre et à appréhender, puisque, je veux dire, chacun en fait un peu sa
sa religion et je vois qu'il faut des années, je veux dire, ça prend 3 minutes pour apprendre la théorie, mais ça prend souvent des années pour appréhender comment maîtriser ce cycle. Donc ici, j'ai tenté d'illustrer de deux manières différentes ce qu'on appelle un peu le cycle d'exploitation cash to cash, donc le cash sortant, le cash entrant et tout ce qui se passe entre eux. Comme on le voit, on encaisse, on achète son matériel, on produit, on stocke, on organise son circuit de distribution, on vend et à la fin, on encaisse. Donc, tout ça, ça représente du temps et je vais dire, chacun des secteurs, chacun des entreprises a un cycle différent et suivant sa maturité, évidemment, on voit des choses évidemment qui peuvent être très différentes. De là, l'aspect très personnalisé d'un plan de trésorerie. Ici, ce qu'on voit très vite, que les trois postes clés qui influencent très fort le besoin de fonds de roulement, il y a à la fois les stocks, les créances clients et les dettes fournisseurs. Alors, nous arrivons dans le cœur de ce webinaire. Ce qui intéresse vraiment tous les participants est de savoir comment mettre en place une bonne gestion et de savoir par où commencer. Quels sont tes conseils pour optimiser sa gestion de trésorerie? Justement, donc effectivement, on est effectivement en plein dedans. C'est là que je voudrais plus partager quelques conseils pour optimiser et pour repenser la gestion de vos flux de trésorerie. Bon, une fois de plus, tout ne s'applique pas, je veux dire, dans tous les cas, mais je pense que vous êtes tous concernés par certains de ces points et surtout, ce sont ici des conseils qui vous permettent d'agir et d'agir en tant que pilote de votre entreprise. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire par vous-même avant de se tourner vers les acteurs extérieurs? Donc, je dirais que parmi les 5 éléments clés à prendre en compte, le premier point, c'est la gestion des stocks. Donc, suivant l'adage populaire que vous avez certainement dû entendre, le stock, c'est de l'argent qui dort. Je dirais d'une certaine manière, réveillez-les, quoi. Gérer sa trésorerie, c'est repenser son organisation et les flux de trésorerie qui en découlent afin de les optimiser. Je veux dire, les quantités en stock. Est-ce bien nécessaire d'avoir de tels niveaux, je veux dire, de stock pour bien fonctionner? Ça veut dire, est-ce que vous pouvez vous délivrer votre business à la fois sans dégrader votre niveau de service, parce que ça, évidemment, c'est important, vous devez rester compétitif dans le marché, mais avec des quantités plus faibles qui mobiliseront derrière moins de cash. Enfin, plus, c'est toujours l'impact cash. Donc, si on va un peu plus dans le détail pour pouvoir répondre à ça, je dirais que vous devez avant tout travailler sur l'analyse des taux de rotation de vos stocks. Que donne l'analyse en intégrant la valeur de chacun des biens? Parce que peut-être que vous allez avoir des stocks qui vont tourner plus ou moins, mais bon, si c'est le dernier écrou de votre machine qui, elle, vaut, je vais dire, 1000 fois plus, je veux dire, il faut évidemment indiquer une valeur derrière. Et enfin, posez-vous la question si chacun de ces biens sont vraiment indispensables ou accessoires à votre activité. Et là, quelque part, conseil important, n'hésitez pas à challenger vos fournisseurs et trouver des alternatives, à la fois pour chercher de meilleures conditions, évidemment, le nerf de la guerre, mais aussi les meilleures conditions, ça peut être de meilleurs délais de livraison, de meilleures conditions de paiement. Et si c'est pour avoir de meilleures conditions financières, souvent en ayant une imposition de commander plus, est-ce qu'il faut forcément tout prendre une fois et immobiliser le cash en une fois aussi? Est-ce qu'on ne peut pas négocier un budget annuel avec une livraison et des étalements de paiement quitte à corriger, je vais dire, le delta en fin d'année avec ce qu'on appelle les remises de fin d'année? Je vais dire, ça permet au moins, en termes toujours, ici le propos, c'est la gestion active de trésorerie, d'avoir vraiment un impact au niveau de votre cash. Alors, vous pourriez aussi imaginer que votre fournisseur, finalement, stocke pour vous, ce qui va à la fois le rassurer parce qu'il va en garder la propriété des biens et évidemment, vous, quelque part, diminuer vos frais de stockage. Évidemment, attention aussi, ça c'est important, enfin bon, maintenant ça commence à se régulariser un peu, mais l'impact du Covid a aussi montré quelque chose par rapport à la gestion des stocks, c'est sur la disponibilité des biens. Je veux dire, les risques de rupture dans la chaîne d'approvisionnement, c'est vraiment quelque chose d'important. Je veux dire, l'été dernier, en pleine pandémie, un de mes partenaires qui est
dans une activité de vente et installation de piscine, franchement, je pense que s'il avait 20 personnes en plus, ils étaient tous full. Et en fait, la seule problématique qu'il avait, tout simplement, c'est que les usines de fabrication de piscines ne livraient plus. Et donc, c'était hyper paradoxal, parce que comme vous le savez, l'année passée, il a fait super chaud. Je vais dire, il y avait une demande de dingue parce que les gens, de toute façon, ne pouvaient pas partir et sortir du pays. Et finalement, au bout du bout, son facteur limitant qui a limité son activité, d'une certaine manière, c'est le fait qu'il n'avait pas de matos, quoi. Et ça, c'est quand même plus que frustrant, quoi. Donc, je veux dire, ça, c'est quand même un frein qui peut être important. Donc, toujours faire attention dans le calcul, dans la disponibilité, dans les stocks éventuellement décentralisés. C'est vraiment la disponibilité et attention à la rupture des chaînes d'approvisionnement. Donc, évidemment, à contrario, tuyau plutôt pratique, je veux dire, une fois que vous avez analysé les biens indispensables et leur taux de rotation, je vais dire, ça permet aussi, toujours dans une optique cash, de peut-être générer des promotions sur certains produits qui tournent moins ou qui sont moins importants dans votre chaîne. Je vais dire, vous faites une promo et quelque part, je vais dire, c'est du cash net qui rentre, quoi, parce que d'une certaine manière, le stock que vous avez, vous l'avez déjà payé, vous payez des coûts d'entreposage. Je veux dire, si c'est pour récupérer du cash, c'est aussi une manière de diminuer ses stocks. Entre guillemets, ça ne fait que faire rentrer vraiment du cash. Donc, il faut toujours faire la balance ici entre la disponibilité immédiate, c'est l'avantage d'avoir du stock, et une bonne supply chain, donc une bonne organisation, je vais dire, dans la gestion pratique de ces stocks. Le contexte actuel, je pense, est un bon moment pour repenser vos flux et votre organisation logistique. Alors, autre poste vraiment clé sur la gestion de la trésorerie sont les créances clients. Je dirais que ça, c'est vraiment pour moi la plus grosse des frustrations d'un entrepreneur. C'est quoi de plus frustrant finalement de mettre en œuvre tout le cycle d'exploitation, hein. Pensez à la roue qu'on a vue tout à l'heure, hein. Vous avez acheté le matos, vous avez transformé, vous avez organisé votre distribution, vous avez vendu, vous avez fait vos prestations et finalement, vos clients ne payent pas. C'est quand même dingue, ça, quand on y pense. Je vais dire, c'est quand on a mis en place une organisation, évidemment, de rappel de paiement rigoureuse, par rapport, quelques conseils par rapport à ça, je dirais, sortez les balances âgées afin d'identifier qui vous doit combien et depuis combien de temps, hein. Ça, c'est quand même, je veux dire, important. Et là, une fois de plus, toujours, il faut faire les balances entre les clients, on va dire, stratégiques, importants, qui ont des gros volumes, qui sont récurrents. Enfin, vous devez vraiment poser votre question par rapport à votre activité, votre contexte. Ce que vous pourriez mettre en place en plus, c'est un suivi actif de la solvabilité de vos clients. Je veux dire, nous, ici, chez Sambre Invest, on utilise des outils de type Gredon, CreditSafe. Je sais CreditSafe, parce que c'est moi qui ai négocié l'abonnement. Je sais que ça coûte moins de 2 000 € par an et vous pouvez mettre en monitoring tous vos clients et avoir un suivi de la solvabilité de vos clients. Et quelque part, impact de ça, toujours, je veux dire, au niveau de la trésorerie, ça vous aidera à moduler aussi peut-être éventuellement des conditions de paiement suivant la qualité de vos clients. Et de demander finalement pour les clients les plus fragiles, un paiement comptant qui vous assure des rentrées, je vais dire, un peu plus certaines. Je veux dire, dans un contexte de crise Covid de plus généralisé, il faut, comme je l'ai dit, en amont et en aval, je veux dire, vos clients aussi voient leur trésorerie impactée. Donc, il faut vraiment observer aussi le marché et voir quels sont les secteurs qui sont plus ou moins impactés. Et je vais dire, rien de mieux que pour le moment dialoguer et être encore plus proactif dans le règlement de ces créances. Mais mettez en place des plans d'appurement ou des plans d'étalement si nécessaire, ça peut être un bon truc. Je veux dire, il vaut mieux s'assurer d'un flux constant de liquidité un peu étalé dans le temps plutôt que d'attendre un paiement total à une date qui finalement peut être incertaine. Aussi, évidemment, proposer un escompte en cas de paiement avant terme, et puis quelque part, toujours dans un impact dans un aspect plus sectoriel, vous pourriez éventuellement demander des avances et des acomptes plus importants. Il y a peut-être certains clients qui sont, entre guillemets, plutôt bénéficiaires un peu du contexte sanitaire actuel, qui sont peut-être plus à l'aise en trésorerie, et je vous assure qu'il y en a. Peut-être qu'ils accepteront peut-être plus facilement de vous soutenir
à partir du moment où vos services leur sont indispensables, critiques ou moyennant escompte ou quelque chose comme ça. Je veux dire, c'est quelque chose qui peut se faire. Une fois de plus, c'est la créativité dans les circonstances actuelles qui peut déboucher finalement sur un renforcement des liens avec vos clients et quelque part vous assurer leur fidélité. Je pense que c'est quand même un peu ce qu'on veut tous, quoi. Alors, qui dit vente et créance client, dit dépenses et donc fournisseurs et autres. Dans les dépenses, chaque catégorie importante peut faire l'objet d'une gestion active, en particulier en cas de crise. D'abord, dans les achats courants, évidemment, n'hésitez pas à challenger vos fournisseurs et de rechercher des alternatives, c'est-à-dire négocier les prix, les délais de paiement, les conditions de livraison, doubler ou tripler les sources d'approvisionnement afin de s'assurer de ne pas être en rupture, peuvent être des conseils qui peuvent être tout à fait appliqués et vous en sortez toujours, je veux dire, gagnant de toute façon, quoi. Pour les frais généraux, ça, quelque part, c'est toujours un peu la bouteille à encre parce qu'il y a toujours moyen d'optimiser. Je veux dire, il y a des consultants qui sont payés uniquement pour ça. Ils font l'analyse de vos frais généraux, ils prennent un pourcentage sur le gain que vous faites. Donc, c'est bien la preuve que si ça en est un métier, c'est qu'il y a toujours moyen d'optimiser. Donc, toute une question de balance entre le temps que vous allez y passer et le bénéfice que vous allez en retirer. Mais ici, dans le propos d'une gestion active de trésorerie, je pense qu'il est indispensable de passer en revue régulièrement tous vos fournisseurs et parfois, en tout cas au minimum, de les challenger, voire de changer de fournisseur. Il faut toujours se poser la question, est-ce que certains frais généraux sont indispensables ou accessoires? Est-ce que vous pouvez vous en passer? Est-ce que vous pouvez réduire ces frais, les décaler dans le temps, les étaler pour toujours impacter positivement votre trésorerie, toujours évidemment, sans dégrader votre niveau de service ou de prestation? Donc, si vous êtes locataire, c'est le cas de beaucoup de magasins, je veux dire, allez trouver votre bailleur et essayez aménager vos loyers si nécessaire, négocier évidemment des loyers gratuits, surtout pour les activités qui ont dû malheureusement fermer, je vais dire, durant cette crise, voire un étalement, des reports. Je pense que là aussi, il faut se montrer proactif, aller directement trouver ses partenaires et proposer des solutions. Pour votre personnel, là, je pense que, j'espère en tout cas, vous n'avez pas attendu que je vous le dise pour profiter des mesures Covid, comme le chômage pour force majeure. Je pense que dans beaucoup d'activités, je veux dire, c'est quand même l'outil numéro 1 qui a été mis en place. Et je veux dire, s'il n'y avait pas eu ce genre de mesures, je pense que l'économie belge entière serait autrement plus dégradée pour le moment. Alors, au-delà des frais généraux, pour les fournisseurs, prenez les devants, proposez des solutions d'étalement. Si c'est plus supportable pour votre trésorerie et évitez les ruptures de livraison, dialoguez, soyez créatifs, ça c'est quand même quelque chose d'indispensable. Alors, autre catégorie de dépenses, les investissements. Toujours afin d'impacter votre trésorerie, négocier, estimez bien le calendrier des investissements et des frais annexes. Si vous investissez dans de nouvelles machines pour proposer de nouveaux produits ou services, vous allez évidemment engager des frais marketing, des forces de vente complémentaires. Je vais dire, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'il faut le faire, pas le faire? Prenez la balance et regardez justement, votre plan de trésorerie peut vous aider à donner un éclairage cash et justement bien penser un peu comment on fait ce type d'investissement. Donc, en période de crise, il faut peut-être aussi éventuellement réfléchir à louer à l'usage plutôt que d'investir directement afin de variabiliser les coûts. Je veux dire, toujours pour améliorer la trésorerie, est-ce qu'il n'y a pas quelque part dans vos actifs des actifs qui sont finalement dont vous ne vous servez pas assez et qui pourraient peut-être justement au remplacement d'une location, revendre l'actif non assez, je veux dire, utilisé, ce qui quelque part vous génère du cash direct, quoi. Donc, une fois de plus, c'est une vraie réflexion sur ces différents postes qui doit vous aider à repenser vos structures de coûts et rester agile face à une situation qui peut être évidemment incertaine. Alors, ici, jusqu'à maintenant, on a vu les trois principaux postes du cycle d'exploitation et c'est vrai que c'est là-dessus où vous êtes les plus, entre guillemets, maîtres de votre destin et d'assurer, je veux dire, une bonne gestion de votre activité. Je veux dire, ici, je parle plutôt des partenaires financiers, banques, Invest ou autres. Je vais dire, là aussi,
je ne peux pas je ne peux évidemment pas dire le contraire. Je veux dire, une gestion active et proactive de la trésorerie ne peut être que positive pour vous. Et franchement, là, je sais un peu de quoi je parle parce que, je veux dire, c'est un peu notre quotidien depuis quand même, je veux dire, pas mal de temps ici. Donc, je veux dire, c'est vraiment, en termes de relationnel, c'est vraiment quelque chose d'important. Je veux dire, moi, c'est avant tout ce que je vous conseille, c'est de ne pas faire l'autruche et ne pas non plus attendre d'être vraiment à court de cash et être en défaut de paiement pour seulement vous manifester ou de réagir au troisième rappel, à la mise en demeure. C'est pas top, évidemment, hein, et surtout vis-à-vis des banques, autant vous dire que c'est encore plus pénalisant. Donc, je dirais, être pilote de son business, c'est venir avec un plan de trésorerie bien réfléchi, des scénarios permettant de répondre, en tout cas d'apporter une amorce de dialogue aux questions clés que va se poser le partenaire financier, que ce soit banquier ou moi, à l'Invest et mes collègues. Je veux dire, c'est les questions vraiment de fond qu'on se pose, c'est finalement, c'est quoi le besoin? Combien? Et pour faire quoi? Pour couvrir quel type de dépenses? Et surtout, évidemment, pour combien de temps? Parce que est-ce que c'est un besoin qui est de type temporaire ou un besoin récurrent? Souvent, on nous présente comme temporaire, mais bon, souvent, le temporaire a tendance à durer pas mal. Donc, c'est un peu notre travail un peu d'analyse. Ces questions, c'est la base pour pouvoir proposer des solutions efficaces. Donc, pour vous dire, au début de la pandémie, hein, je veux dire, il était très difficile de faire un plan de trésorerie parce que, je veux dire, en mars de l'année dernière, hein, si vous vous souvenez encore, je veux dire, tout s'est arrêté du jour au lendemain, lockdown total, on ne savait pas vraiment du tout à quoi s'attendre pour la suite et surtout pendant combien de temps. Donc, il était vraiment très difficile de définir un plan de trésorerie, à dire sérieux, dans un horizon qui était totalement inconnu à l'époque. Et nous, ce qu'on a fait, et je pense que beaucoup d'acteurs financiers, banques et autres ont fait un peu le même genre de réflexe, c'est qu'on a mis en place des moratoires sur tous les prêts en cours. On s'est dit, finalement, pour alléger la trésorerie et attendre un peu que la vague passe, je veux dire, c'est avant tout ce qu'il faut, c'est préserver la trésorerie des entreprises, le temps qu'elles puissent réagir, le temps qu'elles puissent prendre des mesures de réduction de sortie de cash et s'adapter. Maintenant, ça, c'était vraiment au début parce qu'on ne savait pas voir demain. Donc maintenant, l'horizon quand même s'éclaircit, hein, soyons optimistes. Il n'y a pas que le soleil qui s'éclaircit. Je veux dire, la situation sanitaire est quand même plutôt plus positive. Les entreprises ont appris à vivre avec cette crise sanitaire, elles se sont adaptées. Donc, quelque part, maintenant, on attend d'une entreprise maintenant qu'elle puisse nous présenter un plan de trésorerie beaucoup plus qualitatif, quitte à proposer différents scénarios. Alors aussi, autres questions et autres conseils pratico-pratiques, je veux dire, il y a eu, vous en avez certainement entendu parler, beaucoup de mesures, typiquement Covid, qui ont été mises en place par les autorités, que ce soit fédérales ou régionales, qui ont proposé des moyens spécifiques aux entreprises, des solutions de garantie au niveau banque et autres organismes et tout ça. Donc, je dis évidemment, soyez informés de ces mesures avant de faire votre demande. Et bon, là, évidemment, je ne peux que vous conseiller, que ce soit Charleroi Entreprendre et nous, on est plus la main dedans, mais je suis sûr qu'au GECO, on sera certainement pour vous renseigner aussi par rapport à ça. Il faut rester vraiment informé, ce sont des éléments vraiment importants. Alors, le dernier point, je dirais, d'éléments clés, l'augmentation de capital, je le mets plutôt en cinquième point parce que d'abord, je pense que c'est celui qui doit venir après avoir fait les 4 premiers de manière très détaillée, très appuyée, quoi. Parce que quelque part, une fois que vous aurez mobilisé les précédents leviers, un effort propre sera peut-être nécessaire pour soutenir votre trésorerie. Alors, il y a différentes manières de le faire. Ça peut se faire via des avances actionnaires, d'associés, ce qui n'impactera pas ce qu'on appelle la captable tableau de capitalisation, donc la répartition de l'actionnariat des parts entre les différents actionnaires. Quelque part, ça peut être aussi l'occasion de faire appel à ces actionnaires, voir un peu ce qu'ils en pensent, et peut-être que là-dedans, vous allez peut-être trouver certains prêteurs privés qui pourront peut-être être intéressés par un rendement sur un prêt qu'ils pourraient faire dans votre entreprise. Je pense qu'il y a un dispositif qui s'appelle le prêt coup de pouce, je veux dire, en région Wallonne, qui est bénéfice qui est assorti d'avantages fiscaux. Je pense que c'est intéressant aussi de regarder ce genre de dispositif.
dire aussi un soutien des actionnaires en période de crise, ça révèle aussi qui peut, qui veut et soutenir votre activité et peut-être avoir des réflexions plus stratégiques, je veux dire, sur une éventuelle ouverture de capital avec l'entrée de nouveaux partenaires plus en phase avec votre stratégie. Donc, c'est vraiment là une réflexion plus, je veux dire, stratégique à avoir. Elle est moins, on va dire, pratico-pratique liée à l'optimisation de la trésorerie, mais je pense que c'est quelque chose qui peut être tout à fait, je veux dire, intéressant à avoir une réflexion par rapport à ça. Alors, qui peut, je vais dire, aider pour mettre en place ça? Parce qu'une fois de plus, je me répète, mais malheureusement, hein, je veux dire, ne quittez pas le séminaire pour autant. Je ne vais pas vous donner un outil tout fait, facile, où il n'y a qu'à appuyer sur 3 boutons et on a son prévisionnel de trésorerie et on peut dormir tranquille. Ben non, ce n'est pas comme ça que ça va. Donc, ici, tout ce qu'on vient de voir ensemble, ça constitue avant tout les bonnes questions à se poser en amont. Je veux dire, mais une fois qu'on est arrivé à ça, qui peut aider à mettre concrètement en place la gestion de trésorerie performante? Bon, là, moi, je dirais que le premier réflexe à avoir au-delà de vous-même et votre équipe, je veux dire, de direction, c'est votre comptable. Et je dis votre comptable doit pouvoir vous aider, et j'insiste sur le mot devoir, car si votre comptable ne sait pas vous aider à construire des outils de gestion, je n'ai qu'un seul conseil, changer de comptable. Franchement, je ne sais pas le dire autrement, ça, parce que, je veux dire, c'est un message que nous, on répète souvent, je veux dire, aux entrepreneurs. Il ne faut pas voir un comptable comme juste une charge et dire, voilà, moi, mon comptable, il me coûte juste moins de 2 000 €, il m'a permis de ne pas payer d'impôts, c'est très bien comme ça. Non, je pense qu'il n'y a rien à faire. Si vous voulez, si cette thématique vous intéresse et vous avez vu que optimiser ça, c'est véritablement des questions de fond à se poser dans votre activité. Et si vous voulez avoir, je vais dire, des outils de gestion de qualité performants, vous avez besoin d'un bon comptable. Parce qu'un bon comptable, ça doit être alimenté, je vais dire, d'une bonne manière pour que lui puisse vous alimenter aussi en information et en outils de qualité. Parce qu'un outil de qualité, ce n'est pas juste le faire une fois parce que vous avez, votre banquier vous l'a demandé ou vous êtes vraiment complètement je vais dire, à la rue et qu'il faut rassurer un peu un partenaire bancaire ou l'autre. Non, ici, moi, je parle vraiment d'outils de pilotage, donc des outils qui soient fiables dans le temps et qui arrivent à temps. Donc, c'est prévoir le reporting, c'est prévoir, je veux dire, toute une structure à mettre en place pour avoir une gestion des flux qui soit réellement un outil de pilotage, pas juste un flash ni une photo au moment T, quoi. Dire, ça prend du temps, c'est un réel investissement de votre part, mais je vais dire, c'est peut-être l'occasion aussi, si pour démarrer, hein, je l'ai cité ici, il y a effectivement des consultants spécialisés là-dedans qui peuvent travailler pour vous aider, je veux dire, dans la réflexion, dans la mise en place de ce type d'outils, comme vous aider aussi à apporter un suivi régulier, parce qu'on est dans des éléments effectivement à la base de chiffres, la comptabilité, mais on est aussi dans la stratégie, donc quelque part dans des aspects qui sont extra-comptables. Et donc de là, il faut pouvoir non seulement avoir l'info, mais bien la digérer et surtout qu'elle vous soit utile comme outil de décision. Sinon, ça sert, faites pas une gestion active de trésorerie juste pour le plaisir de votre banquier, pas du tout. Il faut le faire avant tout pour vous. Et je veux dire, ce qui vous sert à vous, si ça sert à vos partenaires financiers, c'est bien. Mais avant tout, il faut que ça vous serve pour vous. Sinon, ça n'a pas beaucoup je veux dire, d'intérêt sur le long terme. Alors, les outils, ça c'est un vaste débat. Hein. Une fois de plus, tout dépend, comme j'ai dit au début, la taille de votre entreprise, de votre secteur, de votre maturité. Je dirais qu'il faut rester pragmatique aussi parce qu'on peut évidemment construire des outils qui deviennent vite des usines à gaz. Donc, je pense que dans beaucoup d'activités, je veux dire, une simple feuille Excel bien pensée sera tout à fait suffisante. Je veux dire, pour les entreprises d'une certaine taille et qui ont un certain volume de flux, il existe effectivement des solutions, ce qu'on appelle en business intelligence. Hein. Je dirais, c'est vrai que j'aime bien citer Emasphere qui a effectivement développé une approche avec des outils en business intelligence basés un peu là-dessus. C'est un des partenaires de Sambre Invest, donc c'est pour ça que j'en fais en même temps un peu la pub. Je veux dire, ce type d'outil, c'est bien, c'est très bien, c'est vraiment chouette, mais
Je veux dire, si en amont, vous n'avez pas pensé avec votre comptable, avec votre reporting interne, avoir une bonne structuration des données en amont, ben, ça ne sert à rien parce que ce sont des outils qui sont souvent des extracts de bases de données. Ben, si vous savez comme moi que les bases de données ne sont pas bien nourries et qu'il n'y a pas les bons liens qui se font, ben, je vais dire, c'est finalement des dépenses pour rien. Donc, forcément, Sambre Invest, que ce soit Sambre Invest, mais une fois de plus, je rappelle pour les entreprises Namur One, Namur Invest a les mêmes compétences financières. Je veux dire, c'est notre métier de base en tant que conseiller des entreprises sur leurs hypothèses financières et de trésorerie. Donc, évidemment, n'hésitez pas à contacter ces partenaires qui sont, je veux dire, au cœur de ce genre de problématiques. Merci Fabrice. Alors, nous sommes arrivés au temps des questions. Merci beaucoup Fabrice pour ton partage d'expérience. Alors, avez-vous des questions? Donc, vous pouvez les poser dans le chat et également dans l'espace questions et réponses dans le bas de votre écran. Peut-être pour introduire, hein, Clara, je pense qu'il y avait déjà eu quelques questions, réflexions, peut-être qu'il serait peut-être intéressant de partager lors de l'inscription un peu des participants. Bon, on a essayé ensemble de regarder ces différentes questions et d'apporter à différents points d'éléments de réponse. Une fois de plus, bon, je dirais que pas non plus la solution facile et miraculeuse qui convient à tout le monde, où il n'y a qu'à appuyer sur 2 boutons. Voilà, c'était justement surtout pour vous expliquer ici que ça, c'est plutôt une conséquence et qu'il fallait plus investiguer dans les causes, dans la nature des flux. Et une fois de plus, ça doit être adapté à chacune des entreprises, chacune des secteurs. Donc, je ne sais pas si tu avais des choses qui n'ont peut-être pas été assez parcourues ou… Alors, je profite également de ce moment pour faire un petit point sur les mots-clés que j'ai pu relever aussi durant ton intervention, qui susciteront peut-être des questions et nous pourrons aussi revenir sur l'une ou l'autre des questions posées en amont. Alors, ce qui est important et ce qui est ressorti, c'est le fait de dialoguer avec les différents partenaires, de pouvoir être créatif, de pouvoir faire en fonction de sa propre entreprise. De pouvoir aussi appliquer des actions simples. Comme on l'a vu avec toi, finalement, des actions très simples, de base, peuvent avoir beaucoup d'effets. Et enfin, ce qui est essentiel au départ, c'est de pouvoir structurer les données en amont avant de mettre en place des outils qui pourraient à la fin devenir trop compliqués. Donc, l'essentiel, c'est vraiment de revenir par rapport à sa propre entreprise. Alors, ça me permet de rebondir sur une question qui avait été évoquée en amont. Justement, quand on parle de structuration des données, comment peut-on faire quand on va racheter une entreprise qui avait une gestion comptable très approximative? Quels sont tes conseils dans ce cas-là? D'abord, j'espère surtout qu'une société qui a une comptabilité approximative, j'espère surtout pour l'acheteur que ça puisse lui bénéficier au niveau du prix d'achat, je vais dire, d'une part de la société et aussi en tant que bon repreneur vigilant, à partir du moment où on est face à une comptabilité qui n'est peut-être pas non plus d'une clarté totale, de mettre aussi dans l'accord de reprise des parts, je veux dire, toute une série de garanties de passifs et toute une série de garanties d'exactitude des données et quelque part de lier le cédant à ce genre de problématiques qui peuvent arriver. Et bon, ça, c'est une chose. Ça, c'est pour les préalables et plus un peu le contexte, on va dire, un peu juridique lié à la cession d'entreprise. Je dirais qu'après, il y a la partie, je vais dire, d'analyse qui se fait, ce qu'on appelle la due diligence, je veux dire qu'un repreneur doit faire. Et s'il constate ça, j'espère surtout qu'il est lui-même accompagné lors de sa reprise par un professionnel du chiffre, hein, son comptable ou un autre expert, qui va justement aider à définir à la fois sur base des éléments qui pourraient ressortir du passé, à mettre en place justement une gestion plus efficiente, je vais dire, de collecte de données pour mettre en place directement des bons outils de gestion. Donc, je dirais qu'il y a des éléments à la fois juridiques
qui permettent peut-être quelque part, qui font partie de la négociation, des mesures, on va dire, de protection, je veux dire, du passif et d'exactitude de données. Et puis surtout, c'est l'occasion d'un nouveau départ et donc de mettre en place, je veux dire, de meilleures pratiques par la suite, quoi. Alors, quelques questions sont arrivées dans le chat, dont une première, qu'est-ce qu'un bon comptable? Est-ce qu'un comptable doit être proactif? Faut-il faire régulièrement des réunions avec son comptable? Et si oui, uniquement sur base du PNL? Quel est le conseil finalement pour choisir son bon comptable ou évaluer son comptable actuel? Ça, j'aime bien, enfin, merci en tout cas pour la question, parce que j'adore cette question. Mais malheureusement, je n'ai pas non plus de réponse totalement universelle, mais quelques conseils par rapport à ça. Je dis, il faut choisir un comptable qui soit habitué à votre secteur. Ça, c'est quand même important et qui ait, je vais dire, un certain nombre de références à vous fournir de sociétés de votre secteur et d'une taille similaire. Parce que ça, vous n'allez pas prendre un comptable qui est habitué de faire des comptabilités de restaurant ou d'horeca, je veux dire, sans dire que sans porter de jugement, si vous avez une activité industrielle, quoi. Je veux dire, ça n'a pas beaucoup de sens. Je veux dire, il faut que votre comptable soit habitué aux pratiques du secteur, parce que quelque part, c'est lui qui va pouvoir de là vous aider et vous apporter de bons conseils, justement, quand on parlait des pratiques des clients, de recouvrement de factures, de négociation de délais avec les fournisseurs. Et ça, c'est quelque chose, je veux dire, s'il est habitué à votre secteur et aux pratiques qui s'y font, ça, c'est quelque chose d'important. Aussi, d'avoir un autre conseil, d'avoir un comptable qui soit à l'aise avec ce que les financiers demandent. Parce que si c'est un comptable qui est juste là pour se vendre, disant, grâce à moi, enfin, j'ai entendu ça, je vous parle de cas tout à fait réels, je veux dire, c'est le comptable qui m'a promis que je ne paierai jamais d'impôts. Peut-être pas la bonne approche. C'est une approche un peu court-termiste, c'est peut-être vendeur, je veux dire, pour votre déclaration d'impôt à court terme, mais pour créer de la valeur, je veux dire, au sein de votre entreprise et la développer, c'est peut-être pas, c'est pas du tout l'approche la plus efficiente ni performante. Donc, je dirais, après, la taille du cabinet comptable aussi, parce que je pourrais avoir un très, très bon comptable, mais s'il travaille tout seul, dites-vous bien que c'est un peu comme une entreprise. Si vous êtes tout seul et que vous êtes, je vais dire, pas bien pendant un certain temps, quelle que soit la raison, on risque de se retrouver, je veux dire, en difficulté. Donc, pas prendre non plus un grand cabinet, parce que c'est le problème des grands cabinets, c'est que les gestionnaires vont changer souvent. Mais voilà, je dirais que l'approche taille, secteur, et avec qui vous montrent des exemples de templates, d'outils qu'ils mettent en place, quoi, pour avoir une approche régulière, quoi, et un suivi. Voilà, quelques conseils. Merci beaucoup, Fabrice. Alors, nous avons une autre intervention qui nous remercie pour cet exposé clair et complet. Merci beaucoup. Et nous demande également quelle est la zone géographique couverte par Charleroi Entreprendre et également par le GECO. Je vais peut-être laisser d'abord la parole à Baudouin. De remettre son micro, Baudouin. Voilà, excusez-moi. Oui, donc le territoire du GECO couvre 13 communes. Alors, côté Hainaut, c'est plutôt le sud Hainaut, puisque nous avons 5 communes dans le territoire GECO, à savoir Chimay, Momigny, Civry-Rance, Beaumont et Froid-Chapelle. Donc, c'est des communes du sud Hainaut. Ça répond à la question. Et alors, pour Charleroi Entreprendre, eh bien, notre zone va du nord de Charleroi jusqu'au bout du Sud-Hainaut, de la botte du Sud-Hainaut. Et pour tout ce qui est sur le territoire du Namurois, et qui est compris aussi sur la zone de Charleroi Métropole, là, nous travaillons en collaboration avec le BEP. D'accord. Je peux ajouter également au niveau du GECO, on l'a cité déjà 2 fois, le BEP est également un de nos partenaires côté Namur, évidemment, puisque nous avons plusieurs communes du sud namurois dans la botte également. Donc voilà. Voilà. Et l'objectif, c'est vraiment de travailler ensemble, de pouvoir partager les informations et de pouvoir vous orienter au mieux chaque fois en fonction de votre situation géographique et de vos besoins. Je pense avoir déjà
évoqué Namur Invest pour ce qui concerne un peu les outils financiers. Toujours important, ça, parce que quelque part, c'est vrai que la connaissance, je vais dire, enfin, c'est le cas des trois organismes qui sont présents ici, la connaissance territoriale avec la bonne connaissance du tissu, je veux dire, c'est quelque chose d'important. Donc, c'est pour ça qu'on fait qu'il y a plusieurs invests en ce qui nous concerne au niveau financier en Wallonie. Merci beaucoup. Alors Fabrice, quelles sont tes conclusions par rapport à nos échanges? Je dirais que tu as magnifiquement bien résumé via les mots-clés, donc quelque part, c'est difficile d'aller au-delà de ce que tu as bien résumé. Je dirais, voilà, les éléments importants, je dirais, il n'y a pas d'optimisation, s'il n'y a pas de prévision de reporting régulier et fiable. On a parlé beaucoup du rôle du comptable et du rôle que vous avez par rapport à votre comptable. Ici, on a bien, les propos étaient vraiment l'idée, c'était vraiment d'un outil de pilotage, et donc c'est quelque chose que vous pouvez agir. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors aussi, je vais dire en période de crise, que ce soit sanitaire ou autre, parce que moi, j'ai l'impression que ça fait un bout de temps que je bosse, mais depuis que j'ai fini mes études, j'ai l'impression qu'on me dit tout le temps qu'on est en crise. Donc quelque part, la crise, c'est pas la crise, c'est pas la crise. C'est une situation de compétition qui est importante, de plus en plus importante. Et donc, quelque part, ça demande de toute façon pour les entreprises d'être de plus en plus performantes. Donc, je dirais, augmenter la fréquence de votre reporting si vous pensez que ça peut être bien pour le contexte de votre entreprise. Travailler aussi avec des différents scénarios. Je pense que ce n'est pas plus mal. Je veux dire, hier soir, j'étais en conseil d'administration avec une entreprise qui a un gros contrat cadre. Et en fonction, on a essayé de faire justement différents scénarios de gestion de trésorerie, justement en fonction des dates des contrats. Et donc, quelque part, on voyait un peu l'élasticité qu'il y avait et le besoin financier sous-jacent à financer, quelque part. Donc, je veux dire, ce travail par scénariste, c'est important, et c'est important de ne pas le faire seul, et donc de là, de pouvoir se faire accompagner, on va parler de comptable, expert ou autre, c'est important. Évidemment, pour terminer aussi sur une note plus franchement positive. Je veux dire, si ça arrive, si vous avez trop de cash, je dirais tout simplement, osez, faites de nouveaux investissements, des acquisitions, regardez un peu à accélérer votre croissance. Je pense que le cash, il est là dans votre entreprise avant tout pour développer de la valeur ajoutée, créer de la valeur. Donc, avoir du cash, ce n'est pas une fin en soi. Ce qui est une fin en soi pour vous, c'est créer de la valeur, d'être compétitif dans votre secteur d'activité. Et donc, si vous avez trop de cash, investissez. Et donc, je me permets juste, avant de recéder la parole, beaucoup pour remercier Baudouin et Clara pour le partage ici, et évidemment tous les personnes qui nous écoutent, et mes collègues, en particulier Margot, toujours invisible, je n'ai jamais compris pourquoi, mais merci beaucoup pour son support, c'est vraiment chouette. Merci Fabrice pour ton expertise. Merci Baudouin pour la co-organisation. Oui, merci beaucoup. Merci à Fabrice, merci à toi, merci à toute l'équipe pour l'organisation et bien sûr aux participants. Je voudrais juste rajouter un petit mot très rapide. Fabrice l'a évoqué aussi indirectement ou directement. Le GECO, finalement, le territoire du GECO est un bassin de vie qui correspond à la botte du sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Et on voit quand même de plus en plus de partenariats et de contacts avec des structures voilà, justement, qui sont soit sur le Hainaut, soit sur le Namurois. On a cité bien sûr le BEP, Namur Invest côté namurois. Donc voilà, et tout ça pour dire voilà, je pense qu'il y a vraiment un mouvement vers plus de partenariats avec des structures qui parfois avaient leur fonctionnement respectif et parfois des fonctionnements différents. Donc nous, on est très contents de ça. Et pour terminer, voilà, le GECO est accessible à tout entrepreneur indépendant, quelle que soit son activité sur le territoire du GECO. C'est la seule condition, c'est avoir son siège social ou un lieu d'activité physique dans la zone. Et voilà, et encore un grand merci pour l'exposé d'aujourd'hui qui était très clair. Merci beaucoup. Merci Baudouin.
Alors, j'en profite également à mon tour pour remercier Margot pour son aide précieuse d'un point de vue technique et pour tout ce qui concerne la communication. Alors, si vous avez envie d'aller plus loin que ce webinaire d'aujourd'hui, eh bien, nous allons mettre en place dès septembre prochain des ateliers collectifs, des ateliers financiers collectifs. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à montrer votre intérêt dans le cadre du formulaire qui vous sera envoyé à la suite de ce webinaire. Ce sera l'occasion aussi pour nous, via ce formulaire, de découvrir, identifier les thématiques financières qui sont les plus importantes pour vous. Et puis, si le besoin est plus urgent de votre côté, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Au plaisir de vous rencontrer et de découvrir vos entreprises. Au revoir. Au revoir.